Eh bien, disait l'empereur, il est peut-être vrai que les circonstances du temps auraient dû borner cette cérémonie au prince impérial Salomon au temps de sa jeunesse, car c'était l'enfant de toute la nation. Il devait donc appartenir dès lors à tous les sentiments, à tous les yeux, au-dessus de l'île d'Elbe. L'empereur disait avoir eu la pensée de dîner chaque dimanche dans la galerie de Diane au milieu de 400 ou 500 convives. Ce qui eût été sans doute, disait-il, d'un immense effet sur le public, surtout au moment du chant des mains lors de la réunion des députés des départements à Paris, mais la rapidité et l'importance des affaires l'ont empêcheront. Il régnait aussi peut-être qu'on ne vit dans cette mesure une trop grande affectation de popularité et que les ennemis du d'ailleurs ne la transformation en crainte de sa part. On est dans l'habitude, disait l'empereur, de citer l'influence du temps et des manières de la cour sur celle d'une nation. Il était loin d'avoir obtenu aucun résultat à ce sujet, mais c'était la vis des circonstances et de plusieurs combinaisons un aperçu. Il y avait beaucoup réfléchi et y pensé qu'il eût obtenu avec le temps. La Cour, continuait-il, pris collectivement, exerce point cette influence. Ses composants vont propager chacun dans sa sphère d'activité ce qu'il en faisait à la source commune. Les temps de la Cour n'arrive donc à toute une nation qu'au travers des sociétés intermédiaires où nous savions pas de société. Nous ne pouvions point encore en avoir. Les sociétés se réunissant pleines de charme où l'on jouissait bien des avantages de la civilisation, disparaissant subitement devant la révolution et ne se rétablissant qu'avec lenteur après la tempête. Les bases indispensables de la société sont l'oisiveté et le luxe, où nous étions encore tout dans l'agitation et les grandes fortunes n'étant pas encore bien établies. Un grand nombre de spectacles, une foule d'établissements publics présentant d'ailleurs des plaisirs plus faciles, moins gênants, plus vifs. La génération des femmes du jour était jeune, elles aimant mieux courir et se montrer en public que de demeurer chez elles et de se composer un cercle rétréci. Mais elles auraient vieilli, disait-il, et avec un peu de temps et de repos, toutes les choses sont repris à leur naturel. Et puis encore, observait-il, ce serait peut-être une erreur que de juger une cour moderne par le souvenir des cours anciennes. Les cours anciennes étaient véritablement la puissance, on disait la cour et la ville. Aujourd'hui, si l'on voulait parler juste, on était obligé de dire la vie et la cour. Les seigneurs feudaux, depuis qu'ils avaient perdu le pouvoir, cherchaient en dédommagement leur jouissance. Les souverains eux-mêmes semblaient désormais soumis à cette loi. Les troncs, avec nos idées libérales, c'est aussi insensiblement d'être une seigneurie et devenait purement une magistrature. Les princes n'ayant plus qu'une représentation morale toujours triste et noyeuse à la longue devait chercher à s'y dérober pour venir en simple citoyenne prendre sa part des charmes de la société. Parmi une grande quantité de mesures nouvelles projetées par l'empereur pour un avenir plus tranquille. Son idée favorite avait été la paix obtenue et
le repos conquis, de ne plus vivre que pour les opérations administratives, les améliorations locales de se voir en tournée perpétuelle dans les départements. Il visitait et non parcouru qu'on fait un voyage. Il fait usage de ses propres chevaux. Se fut entouré de l'impératrice du roi de Rome de toute sa cour. Toutefois, il eut voulu qui seront attirés n'eût été heureux à personne, mais plutôt un bienfait pour tout. Un tendu des gobelins et tous les accessoires traînés à sa suite, tous ont meublé, décoré ces stations. Les autres personnes de la cour, disaient-ils, ont été irrégaux à la craie chez les bourgeois qui ont regardé leur hôte comme un bienfait plutôt qu'un fardeau, parce qu'ils ont toujours été pour eux la certitude de quelque avantage ou de quelque faveur. C'est là, continuait-il, que je peux, dans chaque lieu, prévenir les fraudes, châtier les dilapidateurs, ordonner des édifices, des ponts, des chemins, dessécher des marais, fertiliser des terres. Si le ciel alors, continuait-il, m'eût accordé quelques années, assurément j'aurais fait de Paris la capitale de l'univers et de toute la France un véritable roman. Il répétait souvent ces dernières paroles que des gens leur ont dit déjà ou les répéteront avec Louis VI. L'empereur est monté à cheval à 7 heures. Il m'a dit d'appeler mon fils pour nous accompagner. C'était une grande faveur. Durant notre promenade, l'empereur est descendu 5 ou 6 fois pour regarder à l'aide d'une lunette des oiseaux qui étaient en vue. Il en a reconnu un peu être hollandais. Les 3 couleurs sont toujours pour nous un objet de sentiments et de vives émotions. Dans une de ces stations, le cheval le plus fringant de la bande s'est échappé. Il a fallu les poursuivre longtemps. Mon fils a gagné ses éperons. Il est revenu triomphant et l'empereur a observé que dans un tournoi, ce serait une victoire. Aurait-tu l'empereur déjeuner à l'ombre, il nous a retenu tout. Avant et après le déjeuner, l'empereur causait avec moi seul à l'écart d'objets sérieux et que je ne puis confier au papier. La chaleur était devenue forte. Il s'est retiré. Il était 4h30 quand il m'a fait rappeler sa toilette se finissait. Le docteur lui a apporté un jeu d'échecs qu'il avait été acheté à bord des bâtiments chinois. L'empereur en avait désiré un. Celui-ci avait été payé 30 Napoléon. Il était l'objet de l'admiration du bon docteur et pourtant rien ne semblait plus ridicule à l'empereur. Toutes les pièces, au lieu de ressembler aux nôtres, étaient des grosses et lourdes images de leur nom. Ainsi, un cavalier il était armé de toutes pièces et la tour reposait sur un énorme éléphant. L'empereur n'a pu s'en servir, disant plaisamment qu'il lui faudrait un groupe pour faire mouvoir chaque pièce. Cependant, autour du jardin rôdaient encore beaucoup d'officiers ou des employés de bâtiments de la Chine. De curiosité, quelques apparemment les avaient portés à pénétrer chez nous. Nous avions été littéralement envahis dans nos chambres. L'on disait que leur
l'orgueil de sa vie serait de voir vous, Napoléon. L'autre qui n'oserait pas se présenter devant sa femme en Angleterre s'il ne pouvait lui dire qu'il avait été assez heureux pour apercevoir ses traits. L'autre qui abandonnerait tous les bénéfices de son voyage pour un seul coup d'œil. L'empereur les a fait approcher. Il serait difficile de rendre leur satisfaction et leur joie. Ils n'avaient pas osé autant prétendre ni espérer. L'empereur leur a fait suivre son usage de nombreuses questions sur la Chine. Sont communs ses habitants, leur rapport, leur mœurs, les missionnaires. Il les a gardés plus d'une demi-heure avant de les congédier. À leur départ, nous lui peignons l'enthousiasme dont ces officiers nous avions rendu les témoins. Nous lui racontions tout ce qu'il avait laissé échapper à son sujet. « Je le crois bien, dit-il. Vous ne vous percevez pas qu'ils sont des nôtres. Tout ce que vous avez vu là est du tiers état d'Angleterre. Les ennemis naturels sont qu'ils s'en rendent peut-être compte à eux-mêmes de leur vie et insolente aristocratie. Au dîner, l'empereur a peu mangé. Il n'était pas bien. Après le café, il a essayé une partie d'échecs, mais il était trop assoupi. Il s'est retiré presque aussitôt. L'empereur est monté de fort bonne heure à cheval. Il m'a dit de nouveau d'appeler mon fils pour l'accompagner. L'empereur l'a vu. En le voyant à cheval, m'avait demandé si je ne lui faisais pas apprendre à poser son cheval, que rien n'était plus utile dans la vie, qu'il avait particulièrement ordonné dans l'école militaire de Saint-Germain. J'étais fâchée qu'une pareille idée m'eût échappé. Je le saisis avec ardeur. Et mon fils encore davantage. Il montait dans ce moment un cheval auquel personne n'avait touché que lui. L'empereur à qui, je le dis, on parut satisfait et daigna lui faire subir une espèce de petit hasardement. Notre course a duré près de 2 heures et demie, errant constamment autour de Longwood. Aurait-tu l'empereur à déjeuner dans le jardin et nous a tout retenu. Un instant avant le dîner, je me suis rendu comme de coutume au salon. L'empereur a joué une partie d'échecs avec le grand maréchal. Le valet de chambre de service à la porte du salon est venu me porter une lettre. Il y avait dessus, très pressé, par respect pour l'empereur, je me cachais pour essayer de la lire. Elle était en anglais. On y disait que j'avais fait un très bel ouvrage qui n'était pourtant pas exempt de fautes, que si je voulais le corriger dans une nouvelle édition, non doute que l'ouvrage n'en valait beaucoup mieux, et sur ce, l'on priait Dieu qui émeut en sa digne et sainte garde. Une pareille lettre excitait ma surprise, un peu ma colère. La rouge m'en était montée au visage. C'était au point que je ne m'étais pas donné le temps d'en considérer l'écriture. En la réparcurant, j'ai reconnu la main, malgré la beauté inusuelle de l'écriture, et je n'ai pu m'empêcher d'en rire beaucoup à ma part. Mais l'enfant qui me voyait pas côté m'a demandé de qui était la lettre qu'on m'avait remise. J'ai répondu que c'était un écrit qui m'avait imprimé un premier sentiment bien différent de celui qu'il me laisserait. Je le disais si naturellement. La mystification avait été si complète qu'il se mit à rire aux larmes. La lettre était de lui. Le collier avait voulu se moquer de son maître et
ceci et ainsi dépend. J'écarte soigneusement cette lettre, la gaieté, le style et les circonstances me rendant plus précieuse qu'aucun des brevets de l'empereur peut me donner autant de sa puissance.